Hey, salut la famille. Bon, je vous récupère, j'ai une tête défractée, je suis épuisée. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses cette semaine. Donc on va reprendre les choses dans l'ordre. On est aujourd'hui samedi. Oui, on est samedi, mais samedi, je ne sais plus combien. Attendez, je vais vous dire le 11, je crois. Un truc comme ça. Bref. On est le 12. On est samedi le 12 octobre. J'étais hier et avant-hier à un colloque de Muriel Salmona pour l'association Mémoire traumatique et victimologie. C'était pour les 10 ans de l'association. C'était un colloque ultra intéressant mais ultra prenant émotionnellement. J'ai eu l'occasion de témoigner dans ce colloque. Et à la suite de mon témoignage, j'ai été interpellée hier par une femme incroyable, une psychiatre, qui est venue me voir, enfin non pas hier, avant-hier, qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, voilà, je te propose de faire un colloque avec moi à Bordeaux la semaine prochaine et de venir parler autour d'une table ronde des thématiques, toujours inceste, pédocriminalité. Le colloque était sur ça avec Muriel, bien évidemment. Et donc, j'ai accepté et je pars lundi à Bordeaux pour 4 jours et je vais assister à un autre colloque sur Bordeaux. Donc voilà, ça c'est pour les nouvelles en termes de colloque. Je vais vous mettre des prises à la suite de cette vidéo du colloque que j'ai fait donc hier et avant-hier avec Muriel pour les 10 ans de mémoire traumatique et victimologie. Et je vous mettrai soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo, le colloque de Bordeaux où je vais apparemment participer à une table ronde et où il va se passer plein de choses. Et donc je vais pouvoir filmer plein d'autres choses un petit peu, voilà, comme j'ai fait là au colloque de Muriel. J'ai filmé quelques éléments à chaque fois. Je pouvais pas vous filmer toutes les tables rondes, je pouvais pas vous filmer toutes les discussions, je pouvais pas vous filmer tous les témoignages. Donc j'ai fait un petit bout de chaque, voilà, comme on dit. Et puis voilà, et puis c'est juste super bien de pouvoir partir à Bordeaux et de pouvoir faire entendre ma voix ailleurs dans un autre cadre. Sinon, au niveau du procès, mais le procès aux assises a toujours bien lieu le 30 et le 31 janvier 2020. Moi, j'ai toujours pas de dossier pour me préparer, donc bon, c'est un petit peu n'importe quoi. Mon grand-père agresseur, lui, a le dossier, donc lui, il peut se préparer, et moi, je peux pas. Donc bon, c'est un petit peu difficile, mais j'espère que ça va vite s'arranger et que les choses vont vite bouger. J'ai beaucoup de soutien, j'ai du soutien d'associations, j'ai le soutien d'amis, j'ai les soutiens de Mystery Man, voilà, j'ai du soutien de tous les côtés, donc c'est super cool. Et puis ouais, et puis je suis juste épuisée. En ce moment, le moral il est super difficile. Je fais beaucoup de crises d'angoisse, de terreur nocturne, de cauchemars, de choses comme ça. Donc c'est vraiment pas simple. Mais en tout cas, ça me motive d'être là, ça me booste de pouvoir faire des choses, de pouvoir faire entendre ma voix, voilà, de bouger et de faire des choses pour vous, éventuellement victimes, ou pour tout simplement les personnes qui sont autour de potentielles victimes et qui ne le savent pas. Et essayer de les motiver, voilà, de leur donner les outils, en tout cas, à ce qu'ils puissent ensuite déceler des problèmes et intervenir voilà, en cas de maltraitance sur enfant, en cas de violence sur enfant, en cas de violence sexuelle sur enfant. Voilà, qu'ils aient les informations et qu'ils aient les armes pour pouvoir derrière faire des signalements, pour pouvoir derrière protéger les enfants qui sont peut-être et potentiellement en danger maintenant, là, à l'heure actuelle et au moment où je vous parle. Donc ce colloque était ultra important, ultra riche. J'espère que le prochain le sera tout autant. Et je vous laisse maintenant avec les images. Salut la famille. Par contre, les études, le travail de Muriel, de Laura, de Jean-Pierre, eh bien, pour moi, c'est tout d'un coup, je ne suis plus seule. Je ne suis plus le vilain petit canard comme dans le conte. Il y a des milliers comme moi. Il y a des milliers qui sont confrontés aux mêmes souffrances, qui sont confrontés aux mêmes, je dirais, encore aujourd'hui, malgré tout le travail de reconstruction que j'ai pu faire, qui encore aujourd'hui ont des souffrances. C'est une blessure. Les violences que l'on subit à l'enfance sont une blessure qu'on va porter toute sa vie. L'important, c'est de pouvoir les comprendre et de pouvoir vivre avec, de pouvoir les contrôler quand elles se réveillent. Et ça, vous êtes là, vous allez travailler à cela. Et moi, sincèrement, je vous en remercie. Parce que j'aurais aimé, quand j'étais enfant, qu'il y ait des gens comme vous, comme Muriel, qui puissent me prendre en charge.
j'aurais gagné beaucoup de choses sur ma vie et je suis sûre que j'aurais pu faire beaucoup plus pour les autres. Merci beaucoup et bon travail. On va faire un petit bilan qu'on va passer en revue, qui va permettre un peu de voir ce qu'on a essayé de faire. La mise en place, ce que je voulais dire, c'est que la mise en place de cette association a permis de vraiment démultiplier nos actions, a permis de mieux penser aussi ce qu'on pouvait faire et surtout, on va le voir et on va en parler, a permis aussi de développer un site d'information que vous connaissez, mémoiretraumatique.org, pour donner et diffuser le maximum d'éléments, d'informations, de connaissances sur les traumas et sur la réalité des violences sexuelles. En fait, on va le voir, la plupart de nos campagnes se sont nommées Stop au déni. Et c'est vraiment essayer de faire la pause ce déni pour sortir non seulement du silence, bien entendu, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, remettre les choses à l'endroit, dire ce qui se passe, dire les conséquences, comprendre les mécanismes, faire en sorte que les psychotraumatismes soient reconnus. Et vous savez combien même la route reste longue, même si on a quand même avancé sur le fait que les gens connaissent plus quand même tout ce qui est de l'ordre de la sidération, de la mémoire traumatique, de la dissociation traumatique, des conduites de survie, des stratégies de survie, des conduites dissociantes. On va le voir aussi avec la lecture d'Adélaïde Bon, à quel point ça change la donne de savoir ça. Elle a 9 ans. Elle commence à manger plus. Elle était gourmande avant. Et je ne sais pas si elle se rend compte que désormais, manger, ce n'est plus se nourrir, c'est se calmer. Elle rit, toujours. Peut-être même plus qu'avant. C'est qu'elle a le cœur si lourd que quand la joie lui vient, elle s'y jette. Certaines heures, assise en silence sur son lit, les jambes étendues, étrangère, elle détaille avec perplexité ce corps qu'elle a. Elle le pince pour vérifier que c'est bien à elle qu'il fait mal. Elle ne le reconnaît pas. Certains jours, alors qu'elle a l'esprit occupé ailleurs, elle le voit. Il gît au sol, démantelé, à quelques mètres d'elle. Ces images qui s'imposent ne lui font ni chaud ni froid. Elle ne les questionne pas. Elle ne les formule pas. Elle fait avec. Certaines nuits, elle est en train de rêver. Quelque chose interrompt le cours du rêve. Quelque chose, un endroit précis qu'elle remarque sur son corps et qui se met à tourner de plus en plus vite. Le tourbillon grandit et l'aspire, les contours de son corps s'effritent, peu à peu ils s'effacent. Elle ne parvient pas à détourner le regard, son corps est un désert de sable qui tourne et qui s'effondre, mais le sable est visqueux, il lui emplit la bouche, rien à quoi se retenir. Elle glisse, elle se dilue et quand le tourbillon a envahi tout l'espace du rêve, quand elle va disparaître, elle hurle. Elle se réveille en sursaut. Elle écoute. Elle a peur d'avoir vraiment hurlé, d'avoir réveillé ses parents. Il y a quelque chose de terriblement sale dans ce rêve, quelque chose dont elle ne doit pas parler. Elle a 18 ans. Elle prend la décision ferme de devenir comédienne. Depuis 1 an, elle n'a pas mis les pieds sur scène et les pieds lui démangent. Ce feu qui l'habite et l'éclaire lorsqu'elle joue, la dévore au dehors. Et sans les planches pour la contenir, il la consume. Elle a 20 ans. Et souvent, lorsqu'elle doit traverser une rue, elle est hypnotisée par le balai des voitures, par ce corps qu'elle a et qui valse de carrosserie en carrosserie, puis se démembre sous les pneus noirs.
Ces images d'elle en pièces l'accompagnent depuis trop longtemps pour lui faire peur. Non, ce qui l'épouvante, c'est d'échapper à sa propre vigilance et qu'une méduse l'entraîne pour de vrai, pour toujours, sous les roues, sur les rails, par les fenêtres. Alors elle s'insulte, elle se gifle, elle se mord les poignets. Dans le métro, elle se colle au mur du quai et elle n'approche plus les fenêtres des étages élevés. Elle voudrait en parler à ses parents. Elle n'y parvient pas. Elle joue la fille formidable et le sourire éclatant à la perfection. Alors, ils assimilent les visages chiffonnés de ces matins blêmes aux états d'âme impérieux d'une artiste en devenir. Elle est épuisée de se porter, d'endosser chaque matin ce corps qui pend sur son lit comme sur un cintre, de se hisser seule au bout de chaque journée, et de s'endormir chaque soir avec l'angoisse du temps qui passe vite et qui ne l'attendra pas. Je vais me présenter un petit peu quand même. Donc, je m'appelle Marie Rabatel. Je suis présidente de l'association francophone de femmes autistes, voilà, où on sensibilise les pouvoirs publics de la problématique des femmes et de l'autisme. Et quand on parle des femmes, forcément, on parle des enfants. Et donc nous, on fait partie des populations vulnérables. Et donc dit vulnérable, dit violence. Et dans l'autisme, donc je ne sais pas si vous connaissez bien, je ne suis pas là pour vous parler de l'autisme, vous expliquer l'autisme, mais juste je peux préciser qu'en fait dans cette communauté de l'autisme, il y a un gros déni où on ne veut pas entendre parler des violences que peuvent subir les personnes autistes. Pourquoi ? Alors je vais aller un peu loin. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un lobbying médico-social et qui fait que tous les parents qui dénoncent les violences que subissent leurs enfants, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, on va les mettre en fait en position d'otage où ces parents-là n'auront pas d'autre choix que de laisser leurs enfants, sinon on va leur retirer les enfants s'ils ont le malheur de récupérer leurs enfants à domicile. Alors personne n'en parle forcément puisque c'est une omerta et un tabou et tout ce que vous voulez. Et moi je suis là pour en parler. Voilà, parce que le problème de ces enfants, c'est que la majeure partie qui sont en institution n'ont pas accès à l'oralité, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas. Donc c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à exprimer verbalement ce qu'ils vivent, notamment quand ils vivent des violences. Et voilà, vous connaissez tous le mécanisme des conséquences psychotraumatiques. Et sur une personne autiste, ces mécanismes en fait sont multipliés par 100 ou 1000, je ne sais pas. Je ne suis pas dans vos têtes, je suis dans la mienne. Mais je vais vous donner un petit exemple, c'est qu'une victime, voilà, elle va focaliser sur des détails parce que est-ce qu'elle ne va pas retrouver l'agresseur, enfin des choses comme ça. Mais en fait, une personne autiste, déjà, elle fonctionne en détail. Et le fait de fonctionner en détail fait que quand on est victime de violence ou victime de traumatisme, voilà, ces détails-là, en fait, ils prennent encore d'autres importances, qui peut aussi amener à des erreurs de diagnostic des personnes qui sont autistes. Et du coup, toutes les conséquences
liées au trauma vont être mis sur le dos du handicap. Et du coup, ces enfants ou ces adultes ne seront jamais soignés pour leur traumatisme. Et en fait, on va les bourrer de médicaments. Et en fait, on va les abrutir et leur faire perdre de l'autonomie au lieu d'aller du bon côté et d'essayer de gagner un maximum d'autonomie en fonction de son développement cognitif. Et donc, notre association avec le docteur David Gourion, voilà, qui fait partie du comité scientifique de la Fondation Pierre Desnecker et Recherche, ainsi que du congrès de l'encéphale, où il a réalisé une étude qui est en attente d'inscription dans les textes scientifiques, mais qui a été rédigée comme telle, où il y a 88% des femmes autistes qui ont été victimes de violences sexuelles, dont 47% avant l'âge de 14 ans. Et il y a 51 femmes qui ont dit qu'elles avaient eu une pénétration sous contrainte. Et en fait, il y en a que 39% qui se disent victimes de viol. Des Français, une victime de viol qui reste en contact avec l'agresseur peut être traumatisée au point d'être anesthésiée émotionnellement. Donc ils comprennent bien les mécanismes. Et puis on sait que dans l'étude qu'on vient de faire, en revanche, c'est près de 30%, plus de 30% des personnes restent en contact avec l'agresseur. Sont toujours en contact avec l'agresseur des années, des dizaines d'années après, parce que justement rien n'est fait. Donc ça permet de voir qu'il faut, on peut pas agir que sur un plan, il faut agir sur tous les plans. Et il faut vraiment aussi donner des outils, surtout aux plus jeunes, pour comprendre ce que c'est que la colonisation par les violences. D'accord, mais il va tout de suite intervenir. Ouais. J'ai fini de toute façon. En tout cas, je vous remercie. Et puis on va passer... Je ne veux absolument pas vous couper pas. Nous sommes des universitaires ici et on a créé une chaire et je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'objectif finalement, c'est de se mettre tous ensemble pour solutionner ou pour aider à résoudre les énormes, les multiples problèmes que l'on rencontre en soignant des personnes qui ont été atteintes de violences sexuelles ou en soignant des enfants qui ont été atteints de violences sexuelles. Il y a, comme tu l'as dit, Muriel, ce sont les mêmes symptômes partout, c'est universel, la reconstruction est lente, mais les conditions de la reconstruction peuvent différer très fortement lorsque nous sommes ici en France, lorsque nous sommes en Belgique, ou lorsque moi je suis avec les enfants violés dont je m'occupe dans le village du Kavumo ou dans le village du Bunyakiri. Et je suis sûre que quand je dis ces noms de villages, ça doit rappeler des choses à la maman qui vient de nous parler. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors, Mukwege, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son hôpital à Panzi. Il voulait faire quelque chose pour les femmes violées. Il avait, disait-il, une dette envers la société chez lui, parce que lui, il s'en était tiré, lui n'avait pas été violé, lui n'était pas mort quand on voulait l'assassiner, c'est son garde de corps qui était mort. Et cette idée qu'on est tous des survivants quelque part, mais qu'on a une dette vis-à-vis de la société, c'est très fort chez certains. Et chez Mukwege, ça a primé surtout. Et donc il a bâti cet hôpital de Panzi, et puis il a soigné énormément de femmes, et puis on a fait des films là-dessus, et puis il a obtenu le prix Nobel de la paix, et c'est une très belle histoire.
Moi je dis ça va pas du tout ça. On part de Paris avec un grand soleil et apparemment on arrive à Bordeaux où il fait supra moche. Donc je suis pas d'accord. Je veux garder mon soleil. Ça va plus du tout ça. Bisous la famille.